Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité, Philippe Cavrivière. Bonjour. Et bonjour. Alors, bonjour vous à êtes tous, bonjour aux auditeurs. Scénariste, comédien, acteur. Comédien, non, pas encore, mais j'ai raté tous mes castings. Humoriste, homme de radio et de télé. On vous retrouve chaque matin, c'est un peu avant 8h. 7h54 et ça déborde. 56, ça dépend. Pour votre chronique, l'heure l'œil de Philippe Cavrivière. Bientôt l'heure de Philippe Cavrivière. Il y a une radio qui va me donner une heure un jour. Et le samedi soir, chez Ruquier, sur France 2. Alors, depuis 2002, vous écrivez aussi les textes de Nicolas Canteloup, d'abord sur les chansons, sur Europe 1. On a changé de club, le Mercato, bye Europe bye. 1. Ce que vous faites toujours sur TF1. Est-ce que vous préférez être le Cavrivière de l'ombre ou celui de la lumière ? Ça démarre par une très bonne question que j'avais pas bossé. C'est un plaisir différent d'avoir le rire en direct. Ouais. C'est bien le rire en direct quand même. J'adore servir Nicolas Canteloup parce que c'est un interprète de talent. Donc c'est génial. Il y a une phrase qui est jolie qui dit on peut être vassal quand le Seigneur est grand. C'est un de nos running entre c'est ce que Boringer a dit à Depardieu en lui remettant un César. On peut être vassal quand le Seigneur est grand. Donc je dis et toujours... les deux sont grands, donc vous êtes tous les deux grands. Depardieu, Boringer, c'est immense. Canteloup, Cavrivière. Et vous êtes combien à travailler avec Avec Nicolas, il y a Laurent Vassilian. On tient l'émission à deux avec Laurent Vassilian et toute une équipe après de metteurs en scène, etc. et de techniques de trucage. Et à la radio, sur RTL, j'ai un co-auteur tous les jours, différent. J'ai Arnaud Taride, Clément Charton, Jonas Evin et Arnaud Demanche, tous les jours que j'use et on écrit à deux. Et ça fait beaucoup de boulot, hein. C'est beaucoup de boulot parce que c'est deux quotidiennes. Et puis le samedi, c'est pas vraiment Shabbat. C'est après Shabbat. C'est après Shabbat. Mais le travail, c'est pendant Shabbat. J'ai le droit. Je travaille jusque Yom Rishon, jusque dimanche, de samedi à dimanche, chez Laurent Ruquier, avec Léa Salamé. C'est un vrai bonheur aussi. Un vrai bonheur. RTL, cette chronique qui vous conduit à brocarder l'invité de la matinale d'RTL, souvent un politique ou une politique, et à revisiter l'actu sur un ton... on va dire cavrivérien. Oui, cavrivérien. Parce que votre ton est unique, à la fois drôle, fin, sarcastique, audacieux et même émouvant. Souvent émouvant. Est-ce que ça vous amuse autant que nous qui vous écoutons et qui attendons vos chroniques avec impatience ? J'aime bien mon baromètre, c'est comment on se lève tôt le matin, quand on fait des matinales, c'est quand je suis sur mon petit scooter, c'est d'être content d'y aller. Et tous les jours ? Alors, je dis pas que je suis tous les jours content de voir l'invité. Je sais qu'il y a des fois, ça va être une tanaste, mais je suis tous les jours heureux d'aller faire ces petites bêtises et de dire tiens, qu'est-ce que ça va être la réaction. Mais c'est vraiment fin. On essaye, on a des compliments à l'écriture et je regarde les retours des auditeurs sur les réseaux et ça se balade entre vous êtes le nouveau des proches et vous êtes une espèce de grosse merde. Donc je me dis, je dois être quelque part entre les deux. Je dois flotter entre les deux. Ça fait monter l'audimat ? Je sais pas. J'ai de l'audience et les audiences sont pas mal, je crois, sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook. Il y a des gens qui regardent et ça me fait très plaisir. Alors, vous avez un parcours atypique. Totalement. Il me semble, une enfance d'abord modeste, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers. Les HLM, ouais. J'y suis retourné un coup après pour une tournée de Canteloup. Et vous savez, quand on a les yeux de gamin, on dit ah, c'était grand. Et non, quand je suis retourné, c'était moche. On voit pas les choses de la même façon quand on est gosse et après. Et d'ailleurs, un passage aussi par l'immobilier et même la restauration à Saint-Raphaël, Fréjus-Saint-Raphaël. C'est ça, hein ? J'ai été mauvais dans les deux. Dans l'immobilier, pas terrible. Et dans la restauration, j'ai coulé le restaurant en 2 mois. Donc ma famille m'a dit essaye de faire un truc toi-même, arrête de couler les affaires familiales. Et du coup, je suis reparti. C'était avec votre frère que vous travailliez, c'est ça ? Et est-ce qu'il y a un lien entre l'humour et l'immobilier, l'humour et la restauration ? Je pense que quand on tente de regarder la vie avec humour, on en met partout. Il y a des gens de talent dans d'autres professions. Je me dis, oh là là, lui, il serait très fort en humour. Et vous étiez bon en immobilier ? J'étais pas nul. Parce que j'étais pas mauvais sur le contact, que j'aime bien. C'est ça. Je parle les langues grâce au Club Méditerranée. On va en parler. Et donc j'étais bien sur la partie affective. Vous avez du bagot, quoi. Du bagot. Sur l'administratif, absolument nul. Mais sur le bagot, et donc vous avez réussi à vendre des maisons avec piscine, j'ai vendu 2-3 choses. Vue sur mer. J'ai arrêté très vite. Vous avez arrêté très vite. Et d'ailleurs, là, je ne sais pas si les auditeurs vous voient sur les images, vous avez beaucoup de tatouages. Il y a un lien entre les tatouages et l'humour ?
Et pourquoi vous avez autant de tatouages? Alors, pourquoi j'ai autant de tatouages? Parce que quand on vous voit chez Ruquier et Salamé le samedi soir, vous êtes souvent en t-shirt et on voit apparaître vos tatouages. J'exhibe ces tatouages qui sont vrais. Alors, j'en ai un peu partout parce que quand on démarre les tatouages, après, c'est une addiction. J'ai une tatoueuse japonaise, Yoshika, qui a beaucoup de talent et je m'ennuie de moi. C'est-à-dire, je fais partie de ces gens qui, on voit bien les tatouages. Il y a une super réal. Ils sont là à la réal. Quand je me vois dans la glace le matin, je me dis, oh putain, encore toi. Donc le tatouage, c'est une façon de changer, d'être un nouveau soi. Et vous en ajoutez tout le temps? Ouais, j'ai Samuel Beckett, Try Again, Fail Better. J'ai Valérie Larbeau, Bonsoir les choses d'ici-bas. J'ai des phrases d'auteur. J'ai un petit message pour ma maman ici, dans une langue que j'ai mis, qui était pas du tout thaïlandaise, mais je l'ai mis en thaïlandais comme ça, personne comprend. Et puis voilà. Et vous en avez partout, sur tout votre corps? Pas encore. Pas encore. Et alors, vous avez commencé quand les tatouages? J'ai commencé il y a très tard. 4-5 ans, 4-5 ans, vous en avez autant? Ouais. Très riche. Et vous êtes jamais dit, est-ce que je vais les garder tout le temps? Je ne reviendrai pas en arrière. C'est compliqué quand même, hein? Ouais. Non, alors, Fréjus Saint-Raphaël, le Sud. Ça compte? Le Sud, ça compte beaucoup parce que je suis pas né dans le Sud. Je suis né près de Paris. Après, je suis parti dans l'Est, mais je me sens de là-bas. Je me sens profondément méditerranéen. J'ai des origines du Sud. Ma maman était alsacienne et italienne, mais je me sens bien là-bas. Je me sens bien à Fréjus. C'est quoi? C'est l'atmosphère, l'ambiance, le soleil? Ouais. La mer? Ouais, vraiment. J'ai l'impression d'être de là-bas profondément et je m'y sens bien et c'est là que j'aime bien me retrouver. Les vrais amis sont là-bas. Vous avez gardé vos amis d'ailleurs d'enfance? Ou d'adolescence? Ils me recontactent maintenant et je les revois. Et vous avez perdu de vue et puis ça y est. Ils me recontactent, mais ça fait plaisir. Je me dis merde, ils ont vieilli. Alors que moi, je suis resté inchangé, sublime. Vous avez toujours 20, 30 ans. Hein. Exact. Mais 14 ans d'âge mental. 14 ans, pas plus. Ouais. Et l'accent, il y a le Sud, il y a l'accent du Sud et les accents généraux. Parce que vous avez aussi un don d'imitateur. Alors, quand on écoute Marc-Antoine Lebré, Laurent Gérard, Nicolas Canteloup, on voit les vrais imitateurs. Moi, je suis un imitateur d'imitateurs. Mais quand même. Donc, par exemple, Lassalle, vous savez imiter. Jean Lassalle, il a un ton particulier, monsieur Aziza. Parce qu'il parle comme ça, il va s'énerver, puis il va s'endormir. Une phrase. Et puis, tout d'un coup, il va se réveiller. Et il y a quelque chose de caverneux chez lui. Et il y a des montées. On a l'impression de se balader dans son village. On a l'impression qu'il va vous claquer à un moment donné. Mais il y a une poésie. Il y a une sincérité. Il est toujours en train de parler du terroir, des petits candidats, le mépris. Des parisianismes pour les petits candidats. Il parle exactement comme ça, avec les mêmes intonations, les mêmes mots, Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, alors je l'imite pas. Parce que vous l'avez vu récemment. Hein. Je l'ai vu récemment, un vrai bonheur. Je pense qu'on va partir en vacances ensemble. Alors je l'ai vu 2 fois. Et vous ferez vacciner comme lui ou pas comme lui? Alors moi je suis vacciné parce que je crois bizarrement en la science et je crois qu'on est plus intelligent en 2022 qu'il y a 2000 ans. Mais c'est que moi. Donc comme je suis un imbécile, j'écoute les gens intelligents. J'ai toujours écouté Feu Axel Kahn ou des gens comme ça, brillantissimes. Et je me suis dit, je n'ai pas les moyens de savoir si c'est bien ou pas bien. Donc eux qui ont fait 15 ans d'études, peut-être qu'ils sont plus intelligents que moi avec mon bac+2. Donc je fais confiance à... Que tous ceux qui sont devenus médecins en 2 ans et qui n'ont jamais fait d'études de métier. Voilà, on a entendu plein de gens, ou Patrick Pelou, etc., des gens brillants, des gens qui sont investis. Et je salue toutes les professions médicales qui se battent, qui sont au front. Et bien sûr que quand on discute un petit peu avec des gens qui sont en réa, qui sont submergés de boulot et qui voient tous ces cas de gens non vaccinés, on se dit non, mais il n'y a même pas à réfléchir. D'ailleurs, profession médicale, vous êtes parrain d'une association, Léo de Saint-Raphaël, contre les cancers pédiatriques. C'est une association qui a compté et qui compte encore beaucoup pour vous. Énormément. J'ai fait en 2019 un spectacle pour eux. Je voulais réunir de l'argent avec mon copain Greg Lager. On a dit on va faire un spectacle. On a fait un apéritif. On a dit on loue une salle de 200 personnes. On a bu un verre. On a dit on va faire une salle de 400. Au 3e verre on était à 800 et on a fini au 4e verre à 1000. Et là mes copains m'ont dit de Paris, tu ne rempliras jamais une salle de 1000 personnes. Et je me suis dit, je vais être le premier parrain qui fait perdre de l'argent à une association. Du coup, j'ai appelé Drucker, Canteloup, Florent Père. Ils sont tous venus. On a rempli. J'ai présenté au micro avec mon pote. Thomas Soto était là. Il m'a dit, viens sur RTL. C'est grâce à l'association
que je suis sur RTL. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Enfin, on va parler du reste après, mais ça a commencé comme ça. D'ailleurs, quand vous dites j'ai rempli les salles 100, 200, 400, c'est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui pendant cette campagne présidentielle. On commence, on dit on va faire des salles à 20 000, après 10 000, 5 000, et on arrive à quelques centaines. Hein, c'est l'inverse. Les quartiers des années 70, est-ce qu'ils ont, où vous avez vécu à Saint-Raphaël par exemple, ils ont quelque chose de commun avec les quartiers d'aujourd'hui ou pas? Alors, moi, j'étais dans l'est de la France, j'étais vers, c'est pour ça que je les taquine beaucoup, vers Montbéliard, etc., le Petit Chenois, que je salue si on a des auditeurs là-bas. Et c'était des quartiers où, avec le recul, je ne savais pas la religion de mes copains. Il y avait Abdoulaye Niang, un Sénégalais, il y avait les Ben Ismaïn, etc. Il n'y avait pas de religion. On était ensemble et cette notion n'existait pas là. Et c'était... sans avoir de nostalgie, hein, comme disait Simone Signoret, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. J'ai un peu la nostalgie de ça. De dire, cette période bénie. Ouais, de dire, il n'y avait pas... On était un peu plus cons, on ne savait pas la communauté, et c'était très bien comme ça. On était potes, et j'ai l'impression, parce que dans les quartiers qui sont beaucoup stigmatisés, il y a une richesse infinie qui vient de la différence. Et ouais, on a dû louper un truc... pour qu'il y ait plus ça, pour qu'il y ait des tensions entre les communautés. On a dû louper quelque chose. C'est quoi? C'est le communautarisme? Ouais, totalement. Et on met tout dans le communautarisme, hein, ça veut tout dire et rien dire. Ouais, mais totalement. Bon, alors que ces gens-là, ils sont en lutte pour le pouvoir d'achat, ils sont en lutte avant pour plein d'autres choses. Alors que moi, après, je suis un enfant du Club Med, donc j'ai voyagé. Et je pense que le voyage guérit de tout. Et que ça, quand on a fait un tour au Maroc, on tombe amoureux du Maroc. Quand on a fait un tour en Israël, on tombe amoureux d'Israël. Et c'est comme ça. Alors justement, le Club Med, c'est quelque part, vous êtes un enfant du Club Med, parce qu'il y en a eu plein. Ouais. Est-ce que c'est juste de dire que le Club Med, c'est aussi l'école du rire, une fabrique à humoristes, et puis aussi un lieu d'ouverture sur le monde? Totalement, parce que je crois que c'est ça la philosophie de Gérard Blitz et de Trigano, hein, c'est après la guerre, c'est de dire tiens, on va rassembler les gens, on va faire des tables de 8 et ils vont échanger, ils vont parler. Moi, j'ai toujours été bluffé au Club Med, j'avais enfance modeste, donc j'avais jamais voyagé, et le Club Med m'a offert des billets d'avion pour le monde entier. Alors vous avez visité quel pays, quel village, et quels gens vous avez vus? Alors, j'ai fait Punta Cana, la République dominicaine, j'ai fait le Maroc, j'ai fait Agadir, j'ai fait Dabalaya au Portugal, j'ai fait l'Espagne, Marbella, j'ai fait Israël, j'ai fait Arziv, le nord d'Israël, et j'ai fait Coral Beach, le sud, à Eilat. Et j'ai fait Arziv qui n'existe plus. Arziv qui n'existe plus, parce qu'on recevait et Coral Beach qui n'existe plus, qui a été remplacé par un autre. On recevait des petites catch-shots, donc ça a été fermé pendant la saison. Ouais. Donc c'était très particulier. Donc j'ai connu les abris, Koulam Bamiklat, tout le monde aux abris. Vous n'avez pas appris Anil et Dabersat, Anime Vinarbe. Je comprends bien. Mais Tov, il faut parler. Pour communiquer, moi j'étais avec les enfants et c'est les meilleurs profs, les enfants. J'ai appris Mazeve Ivrit, Zemaim, ok, c'est l'eau, Maïm, et je notais. Et du coup, j'ai un peu de vocabulaire. J'ai dû perdre un petit peu, mais je suis retourné il n'y a pas longtemps en Israël et je me rappelle de choses. Et Maroc, vous parlez arabe aussi? Maroc, malheureusement, moins bien, mais c'est un pays que j'aime profondément. J'aime les couleurs, j'aime la chaleur, j'aime l'architecture. Il y a plein de grands acteurs marocains, de talents, de cinéastes, d'auteurs. Tahar Ben Jelloun, il y en a plein. Et donc vraiment c'est un pays ça me parle. Je me sens plus proche d'un Israélien ou d'un Marocain que d'un Allemand. Hein. On dit l'Europe et tout, mais culturellement, moi j'aime leur musique, j'aime leur nourriture, leur mentalité. L'ouverture, la chaleur, l'accueil. Et quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé de ce que vous avez vécu à l'Alpe d'Huez. Ouais, avec des enfants. Parce qu'on parle beaucoup du racisme, etc. Et le club, qui est un melting pot où il y a 10 nationalités, où on va faire Shabbat, on taquine les copains qui font le ramadan. Mes copains qui faisaient le ramadan à Agadir en plein soleil, ils m'épataient. Comment ils font? Mais ouais, cours de tennis, prof de tennis, etc. Et je reviens à l'Alpe d'Huez, et il y a des petits Israéliens, donc je parle avec eux, puis il y a une famille de Marocains qui est là, et puis je les entends parler, et je reconnais pas l'hébreu. Et je vais voir les petits enfants israéliens, je dis, mais tu parlais en quoi là? Et les enfants, ils me disent, je parlais en arabe. Je dis, tu parles arabe, c'est bien. Je dis, pourquoi tu parles arabe? Et la petite, elle me dit, parce qu'on doit faire la paix avec nos frères arabes. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est émouvant. C'est émouvant. Ouais. Et on se dit, à quel moment on l'introduit, le racisme? À quel moment on le met dans la tête des mômes? Il y a
les mômes s'en foutent. Il n'y a pas de problème de racisme ou de culture. Il y a un moment où l'adulte le met dans la tronche du gamin. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Le Club Med, c'est peut-être donc aussi le lieu où le racisme est proscrit, comme il était dans les quartiers de votre jeunesse, adolescence, enfance. Où on n'avait pas ça. Je me rappelle pas de blagues racistes. On avait peut-être cette naïveté, et peut-être que balancer sur les réseaux sociaux toutes ces infos font que les jeunes réfléchissent avec une partie de la réalité tellement incomplète qu'ils se dressent les uns contre les autres. Et puis après, il y a toute la mécanique du racisme, de l'antisémitisme, qui marche pas mal, malheureusement, vu les scores de l'extrême droite. Et vous vous demandez, je suis sûr que c'est le cas, comment on devient raciste ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le déclic ? Vous savez quoi, je cherchais des vannes, je me disais, il y en a une qui n'est pas une vanne, mais qui est une réflexion, de me dire, est-ce qu'il y a des racistes non-voyants ? Est-ce que ça existe un non-voyant raciste ? Je ne sais pas du tout. Et pourquoi vous posez ça ? Parce que je me dis, d'où ça vient le racisme ? Est-ce que c'est la différence ? Si on s'occupe que de la voix ou de ce que la personne dit, il n'y a pas de racisme. Alors que le racisme, il est peut-être visuel. Au début, tu es différent, donc je vais me méfier de toi. Mais je me méfie quoi ? D'une kippa, d'un voile, d'un signe religieux, de ce qu'on voit. Si on n'écoute que la personne et on ferme les yeux, peut-être on est moins raciste. Les non-voyants sont sûrement moins racistes que nous. C'est tellement mystérieux. Je pense que c'est une peur, une inculture. Je vois que ça. Quand on a voyagé, on n'est pas raciste. Je vais citer Céline, qui est ce grand antisémite sur Radio J. Il disait le voyage, ce petit vertige pour couillon. Et il détestait le voyage. Voilà. Mais moi, le voyage m'a guéri de tout. Justement, c'est l'inverse. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'était un con, un génie et un salaud, qu'on soit bien clair. Moi, le voyage, il m'a guéri de tout. Moi, ma maman, italienne, catholique, m'a élevé en me demandant de me taire quand Simone Veil passait à la télé. On n'est pas juifs, mais on se taisait parce qu'on l'écoutait. J'ai toujours grandi en me disant, tiens, cette femme, il faut l'écouter quand elle passe à la télé. Et ma maman m'a emmené au Struthof. Donc le camp de concentration. Et j'ai l'image. Vraiment, gamin, je suis gamin, et j'ai une dame qui met... Vous aviez quel âge ? 7-8 ans, je pense, un truc comme ça, qui met des fleurs dans un four crématoire. Et je vous dis, quand vous êtes môme, pardon, c'est émouvant, je repense à ma maman, tout est là, tout est dans l'éducation. Je sens l'émotion dans vos mots, dans vos yeux. Oui, parce que tout est là, tout est dans l'éducation. Et c'est parce que je pense à ma mère aussi, donc ça m'émeut. Oui, mais votre mère qui n'est plus là. Qui n'est plus là, elle est partie du cancer, donc d'où ma bagarre contre le cancer. Et c'est essentiel de montrer aux mômes ça. D'avoir des valeurs. Ouais, je me dis, ma mère a fait un travail génial à ce moment-là. On le voit pas quand on a 8 ans. Sûrement que ça devait m'emmerder d'aller voir le Struthof à 8 ans. J'aurais préféré aller à Europa Park. Mais ça reste. Mais c'est gravé. Et c'est que, voilà, après, rien ne peut exister derrière. Ni l'antisémitisme, ni le négationnisme. Parce qu'on a vu une vieille dame qui mettait des fleurs dans le truc. Dans ce four, donc on se dit wow, c'est gravé à vie. Donc l'éducation, c'est la clé de tout. L'éducation et puis l'éducation des parents. Parce que le racisme, c'est même peut-être de là aussi, le creuset familial qui pousse. Ma mère qui avait pas d'études, mais il y avait toujours des livres à la maison. Et il y avait l'écoute de Elie Wiesel. Voilà, Elie Wiesel, on écoutait aussi Elie Wiesel, alors que c'est pas notre culture, c'est pas notre passé. Mais c'est l'ouverture vers le monde. C'est quelque part les valeurs de la République. Mais voilà. Tellement évident. Voilà. Alors Israël, vous avez un amour pour Israël. Pourquoi ? Et pas seulement d'ailleurs pour Israël, mais on parle un peu d'Israël. Parce que j'ai. Qu'est-ce qui vous a fait aimer ce pays ? J'ai vécu des moments géniaux là-bas. Alors, au départ, attention, c'est très superficiel, c'est-à-dire que tous mes copains me disaient il y a les plus belles filles du monde là-bas. J'ai dit envoyez-moi là-bas. Banco, je prends mon billet d'avion. Et après, alors c'est vrai, notamment, c'est vrai, parce qu'il y a un mélange et j'ai sympathisé avec, j'ai eu des amitiés avec des potes là-bas et j'ai vu aussi une résilience incroyable où je me rappelle un coup, je passe devant le Hard Rock Café et mon copain Eyal me dit, tu vois, il y a eu un attentat là-bas il y a 15 jours et
il me dit, et je regardais les gens attendre le bus, et il me dit, il y a un mois, il y a eu un autre attentat. Je lui dis... Vous parlez de Tel Aviv? Tel Aviv. Et je lui dis, et les gens attendent le bus comme ça. Il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, machin et tout. Et je me dis, il y a une urgence de vivre, il y a une résilience accélérée dans ce pays, et une capacité, une urgence d'être heureux qui me fascine et qui sont une mécanique chez moi, de courir vers le bonheur. Si j'ai oublié de vous demander une chose. Donc, vous avez votre chronique le matin sur RTL, le samedi soir chez Ruquier. Comment, puisque vous voyez des politiques maintenant tous les jours, est-ce que vous comprenez comment on peut faire campagne, et je vise bien entendu personne, autour de thèmes racistes? C'est taper sur les plus bas instincts. C'est facile. Et ça marche? Alors, vu les sondages, oui, ça marche. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire le problème, c'est l'immigration. Ça tient en une ligne de dire le problème, c'est l'immigration. Alors que si on commence à partir sur des théories économiques, on a reçu un urgentiste il n'y a pas longtemps sur Europe 1 qui nous a expliqué, qui dit l'hôpital public ne tient pas sans les personnes immigrées, sans les personnes de nationalités différentes. On s'effondre s'ils s'en vont. Et Zemmour, il dit il ne faut pas les laisser entrer en France. Il faut les virer éventuellement. Mais c'est fou. Et c'est lunaire. Mais c'est tellement plus facile à entendre. Ça a toujours été, de toutes les époques, de désigner l'autre comme le responsable. Je pense qu'on peut être, avec un prénom différent et même un voile sur la tête, une meilleure Française. Quand on voit Latifa Ben Zayed, la mère du soldat assassiné, soldat qui a été assassiné, quand on voit la douceur de cette femme dans son regard, on s'en fout de son voile, pardon, mais je m'en fous de son voile. Je sais qu'elle est meilleure Française que beaucoup de Français, et c'est la même chose pour plein de gens de toutes les communautés qui sont de meilleurs Français que des Français de souche, etc. C'est pas la nationalité qui fait la qualité de l'humain, et pas la religion non plus. Alors, vous avez toujours été auteur, vous avez été pendant 20 ans derrière la caméra ou au-dessus du micro. Maintenant, vous avez des politiques à quoi, 1 mètre de vous, 1m50 de vous. Qu'est-ce que ça change pour vous? C'est passionnant, c'est intéressant. C'est parfois du théâtre, c'est parfois des moments de vérité et de sincérité. Comme la comédie humaine, quelque part. Ouais, exactement. Comme j'ai pu avoir avec Édouard Philippe, avec Fou rire d'Édouard Philippe. Sympathique, parce que pas dans la course. Pas dans une course à une élection. Parce qu'il y attend 5 ans. Ouais, dans 5 ans, il sera peut-être moins rigolo. Mais il était très rigolo. Second degré. Il a de l'humour. Il a beaucoup d'humour. Et on voit des vraies personnalités. Et puis c'est complexe aussi. Parce que quand je reçois Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils peuvent être, entre guillemets, bons clients. C'est-à-dire rire. Et là, il m'arrive de recevoir de me faire critiquer par d'autres humoristes, de dire on ne fait pas rire Zemmour, ou on ne fait pas rire Marine Le Pen. Oui, c'est ça, on vous a dit, des gens du métier, peut-être des humoristes, ils vous ont dit qu'on ne devait pas faire rire Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous disent ça? Je pense que je sous-estime pas les auditeurs au point de dire, dis donc, elle a ri sur la vanne du chat, je vais voter pour elle. Mais bien sûr que non. Oui, mais regardez, les auditeurs, parmi vos auditeurs, vous avez peut-être 30 à 40% d'auditeurs qui votent Le Pen ou Zemmour. Oui, c'est ça. Mais c'est complexe, vote Le Pen. De dire c'est des cons, c'est des salauds, c'est des racistes. Je ne crois pas qu'il y ait 30%. Oui, parce que vous avez vécu à Fréjus-Saint-Raphaël, le maire de Fréjus. Et David Front National. David Rachlin. David Rachlin. Hein. Il y a eu un Rachlin qui a créé la LICRA au début du XXe siècle. Donc David Rachlin, parmi les copains que vous aviez à l'époque, il y en a peut-être qui votent Le Pen aujourd'hui aux Zemmour. Oui, et c'est complexe. Et je les connais. Et ils sont pas racistes au sens horrible et premier du terme et étymologique du terme, mais ils ont ce côté de dire non, peut-être on les a pas essayés et ça marche ce discours-là. Et vous leur dites quoi quand ils vous disent ça? C'est des longs discours. Le matin, moi. C'est des longs discours. Ouais. Moi, je sais que dans mon ADN, je pourrais jamais voter pour ces partis parce que j'ai un peu de mémoire et que ma mère s'est fait insulter. Elle était italienne après-guerre, donc j'ai dans mon ADN qu'il ne faut pas, que c'est pas la solution. Donc c'est gravé en moi. Et vous dites, et vous avez aussi été dans le studio quand Mélenchon a été invité, Poutou cette semaine. Ouais. Vous avez la même réaction par rapport à les extrêmes? Pour vous, c'est pareil?
j'essaye d'être... Nathalie Arthaud, vous l'avez vu aussi. Ouais, il y a des choses touchantes dans ceux que je vais appeler avec beaucoup d'affection, des emmerdeurs. C'est des emmerdeurs et qui pensent aux plus faibles. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça. Derrière les mouvements d'extrême gauche, il y a aussi de l'antisémitisme. Poutou qui dit aussi l'État est criminel, on nous tue, ainsi de suite. Alors moi, je vois j'ai des copains des quartiers, je vois la police, je vois des jeunes issus de l'immigration, des jeunes maghrébins, des jeunes blacks, des jeunes dans la police. Et quand on vient des quartiers, choisir la police, c'est pas évident. Donc, au contraire, moi, j'ai du respect pour tous ces jeunes-là qui choisissent un métier difficile où ils vont se faire rejeter où ils vont pas chercher ni l'argent facile ni la popularité dans le quartier. Et ils sont très respectables. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ça, de ce rejet de la police. Ouais. Hein. Et alors, oui, parce que c'est Mélenchon qui dit tout le monde déteste la police. Hein. Mais c'est un scandale de dire ça. Parce que la police, elle est de toutes les couleurs maintenant, la police. Et heureusement, je me suis fait arrêter, moi, en scooter, par 2 policiers blacks. Et je me suis dit, là, j'ai eu un réflexe raciste, moche. Je me suis dit, je suis blanc, ils sont blacks, c'est bon. Et ils m'ont dit, c'est bon, allez, c'est la dernière fois. Mais l'inverse, on ne sait pas. Et, mais oui, alors il peut y avoir, bien sûr. Mais on ne peut pas généraliser les choses. Exactement. Mais le jeune qui va être issu de la banlieue. Et on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, elle est beaucoup plus violente. Voilà, on n'est pas aux Beaucoup plus États-Unis. violente. Alors, chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque samedi, est-ce que vous avez envie de rire et surtout de faire rire, même quand l'actualité est difficile, ou peut-être surtout parce que l'actualité est difficile. J'ai douté. Parce que là, qu'est-ce que depuis 30 et quelques jours, c'est la guerre en Ukraine. Donc ça change un peu les choses. Alors vous savez quoi, j'ai douté de moi, de notre travail avec les auteurs, en me disant peut-être qu'on va trop loin sur l'Ukraine, etc. On a fait des vannes il y a 15 jours, 3 semaines sur l'Ukraine et autour. Il y avait des choses quand même à dire sur la folie de Poutine, sur les talibans qui disent qu'on est pour la paix. Alors je dis là, quand on commence à choquer les talibans, c'est qu'on a un gros niveau, respect à Vladimir. Et je me suis dit, après, il y a eu une semaine où j'avais fait des vannes sur l'Ukraine et je sentais que les gens étaient tendus. Et puis j'ai fait samedi une émission avec Boris Cyrulnik et qui parle de la guerre, donc de la Shoah. Ouais, sur RTL. On a repassé des extraits de vannes que j'avais fait sur l'Ukraine et Boris Cyrulnik s'est marré. Et je me dis, ce monsieur qui a vécu la Shoah, il se marre sur des vannes j'avais fait des vannes sur un zoo sur lequel les Russes avaient envoyé des missiles. Et vous expliquez l'article du Monde que les lions allaient peut-être se barrer en centre-ville. Donc j'avais dit peut-être que pour l'Ukrainien qui s'est fait bombarder toute la nuit et qui va croiser un lion en centre-ville, ça va lui faire une grosse journée quand même. Et il se marre. Et il explique, Boris Cyrulnik, que c'est une mise à distance nécessaire de le rire. De dire, sinon elle est juste pas vivable, cette actualité-là. Si on prend pas de la distance avec. Donc... Boris Cyrulnik m'a rassuré samedi en riant à des vannes sur la guerre. Et il nous a rassuré aussi dimanche. Et vous savez ce qu'il a dit dimanche ici, Boris Cyrulnik? Zemmour est un équivalent de gestapiste, ici à Radio J. La puissance des mots, il faut toujours écouter l'intelligence. Équivalent de gestapiste, équivalent de Gestapo. Boris Cyrulnik qui a dit ça. Il a 84 ans. 84 ans et il a une vie. Il a échappé aux nazis, à la Gestapo, dans une synagogue de Bordeaux. Il sait peut-être de quoi il parle. On peut rire de tout. Ça dépend de la façon dont on le fait. Donc il faut être vigilant sur le choix des mots. Je le vois, je le vis tous les jours. On choque par moment, on secoue, on bouscule. Je crois que Nicolas Bedos a fait un post brillant, comme toujours, avec Nicolas Bedos, sur la gifle de Will Smith et sur le fait que maintenant toutes les communautés sont choquées et qu'on répond à la violence à une blague. Donc c'est juste pas possible. Justement, la gifle de Will Smith d'ailleurs, on ne sait pas si c'est une gifle, un coup de poing. On verra la VAR. À Chris Rock. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous dites d'ailleurs, est-ce que vous avez dit, ça pourrait m'arriver? Je pense que si je prenais une gifle à chaque mauvaise vanne, j'aurais fait 2-3 commotions cérébrales. Je serais parti plusieurs fois à l'hôpital. Mais il s'est excusé derrière. Mollement, pas assez, mais on répond jamais à une blague, fût-elle mauvaise, par de la violence. Jamais. Mais
c'est symptomatique de notre société. Un peu, quand il n'y a pas de mots, on répond par de la violence. D'ailleurs, personne n'a jamais donné de gifle à Desproges ou à Coluche. Hein. Cette gifle de Will Smith, elle est quelque part révélatrice de l'époque, de la société. Sûrement. Et vraiment, il n'y a pas à se poser la question. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, bien sûr. Ça me rappelle quelque chose, d'ailleurs, dans ma jeunesse. Hein, je me souviens de ces paras qui avaient essayé d'interrompre un spectacle de Gainsbourg parce qu'il chantait la Marseillaise en reggae. Ça ressemble un peu à ça. Mais il avait été au bout. Il avait été au bout, hein, parce qu'il était un peu comme vous, courageux, audacieux. J'adore, si on peut être comparé à Gainsbourg. C'est un génie. Un génie, ouais. Un génie. Ouais. Et voilà, il avait tenu tête à ses paras et qui s'était écrasé. Exactement. Hein, mais sans gifle, sans rien. Parce que pour lui, c'était pas irrespectueux, c'était une réinterprétation d'un artiste et c'était libre. C'est fort. Et à l'époque, bon, ça passait, hein, Coluche. Il en a dit des choses, des proches. Vous savez, il y a Yann Kelevitch, je suis tombé sur une phrase il y a pas longtemps qui disait le second degré, c'est un bâton tendu à l'intelligence. C'est dire, tiens, saisis le bâton. C'est exactement ça. Et il y en a qui prennent le bâton pour vous taper dessus. Non, c'est dire, je parle à ton intelligence. Bien sûr, ouais. Alors, vos meilleurs souvenirs en radio, vos meilleurs souvenirs en télévision, vos pires moments de télé et de radio, c'est quoi ? Et est-ce que vous avez déjà eu des moments de solitude ? En télé ? Et en radio ? Plein. Alors, moment de solitude, radio, Christiane Taubira, qui j'avais l'impression... Christiane Taubira, est-ce que c'est devant elle que vous avez dit « J'aimerais que Jospin se présente juste pour la faire chier ». Je sais pas si j'aurais aimé de la dire devant elle, mais je sais pas, j'ai dû... Je sais que j'ai vu cette phrase quelque part. Je sais pas si c'était devant Hidalgo ou devant Taubira, mais vous l'avez prononcée. Eh ben, ça me fait rire, vous vendez bien la vanne. En tout cas, je l'ai pas fait rire, elle s'est ennuyée profondément pendant 4 minutes. Elle a pas fait grand monde d'ailleurs, hein, pendant son tour de piste. Non plus, et après, si elle a souri à la fin où j'ai chanté... Nougaro, à Taubira, tout recommencera. Et elle a souri à la dernière seconde. J'ai marqué un but à la 89e. Voilà. Et Nicolas Dupont-Aignan s'est profondément emmerdé. Ouais. D'ailleurs, je l'ai dit à l'antenne, tellement c'était du théâtre. J'avais fait une première chronique où il avait... Après, je ne fais pas rire tout le monde et c'est le charme de la discipline. Dupont-Aignan, vous ne l'avez pas fait rire ? Pas du tout. Et devant lui, d'ailleurs, j'ai écouté tous les matins, je vous écoute, c'est extraordinaire, ça réveille, ça donne du peps pour la journée. Et vous dites devant lui, hein, devant Dupont, vous l'appelez Dupont-Aignan, je l'avais. Hein, voilà. Et on peut l'appeler aussi Dupont-Aigneux, enfin comme vous voulez. Alors vous dites, les problèmes d'audition sont au cœur de notre activité. On a découvert qu'Éric Zemmour souffrait de cet handicap. Hein, c'est vous qui l'avez dit ça. Exactement. Et demain... Vous avez précédé d'ailleurs Macron qui a à peu près pareil. Exact, on a les mêmes vannes. Et demain, demain je suis avec Éric Zemmour. Bien sûr que demain je vais lui en parler de ses problèmes d'audition. Hein. Eric. Ça fait, c'est bizarre qu'on entend. Il dit 100 000, il y avait peut-être 30 000 personnes qui disent. Il y a un problème de comptage aussi. Ouais, c'est ça. Alors, il y a Bertrand Chameroy qui a une chronique brillante et sur Quotidien, ils l'ont fait aussi. Il a tout entendu. Les Marseillaises, les On t'aime, les machins. Mais ça, non. Il n'y a qu'une phrase qu'il n'a pas entendue, qui a été répétée 12 fois. Et après, il considère que il comprend pourquoi ils ont dit ça. Hein. Ouais, c'est dingue. Et Dupont-Aignan d'ailleurs aussi, pareil. Et puis face à Valérie Pécresse, vous avez dit la dernière fois que quelqu'un a flagué autant sa famille que Dati, c'était Xavier Dupont de Ligonnès. Et on voit Pécresse alors, pas vraiment sourire. Je l'ai reçu. Vous l'avez vu plusieurs fois. Hein. 4 fois. Ouais. Donc 4 fois 5 minutes, je suis à 20 minutes de non-rire. 20 minutes enchaînées. Ah oui, donc lundi, elle revient. Je vais essayer de faire 25 minutes de non-rire. Je ne sais pas pourquoi. Valérie est hermétique, elle sourit. Mais bon, parce qu'elle est peut-être un peu tendue. Peut-être. Jean Castex, vous dites, c'est la copine moche de Macron et Hollande avec un accent. Allez-y, Castex, comment vous l'imitez ? J'avais imité Castex la fois où il avait chopé le Covid. Parce il était avec des copains, il disait « Alors, ça va, Christiane ? Alors, Jean-Pierre, attention les gestes barrières, Jean-Pierre, machin. » Et il a eu le Covid. Et le lendemain, il y a le Covid. Donc, il était rigolo de nous expliquer les gestes barrières à choper le Covid. Après, il y a quelque chose chez Jean Castex, qui est un peu comme chez Jean Lassalle, qui est... je m'en fous de l'image. Et du coup, j'ai l'impression... Mais il est venu ici, c'est quelqu'un de sympathique. J'ai l'impression, il est sympa, et il s'en fout tellement de l'image qu'il est au boulot. J'ai l'impression. Il fait son travail. En ressenti. Alors moi, j'ai entendu en off qu'il aurait dit,
Et m'emmerdez pas avec cette histoire de costume, parce qu'on lui avait dit, les costumes sont grands machin. Ouais. Et j'aime bien ça, à la limite d'un mec qui dit mais je vous emmerde, je suis là pour bosser, je suis pas là pour avoir des costumes sur mesure. Ça porte pas bonheur, les costumes sur mesure à 3 semaines de la présidentielle. Voilà. Éric Zemmour, je vous cite, hein, et après vous, voilà. C'est faites entrer l'accusé partout où vous allez. Vous avez dit ça devant Zemmour, et vous lui avez même trouvé un slogan, ensemble, tout est possible, sans les Arabes. C'est possible que j'ai dit ça. Vous l'avez dit, je vous ai entendu. Et on peut rire avec lui, avec Zemmour? Alors, parce que lui, il rit beaucoup. Il rit beaucoup, mais alors ça dépend de la façon de le faire. Je lui avais dit, j'avais fait une espèce de prof qui faisait son bilan et qui disait, oh, mais dites donc, alors ça c'est pas bien ça, monsieur Zemmour, vous avez fait un geste des sourds-muets à une dame qui était même pas muette. C'est quand il a fait le doigt à la dame. Ouais. Et c'était une façon de lui dire, vous avez fait un doigt d'honneur à une dame, mais de façon rigolote. Et du coup, il se marrait. Mais ça fait pas marrer tout le monde. C'est la complexité de la chose, c'est que c'est un bon client. L'auditeur, il y a 1,5 million d'auditeurs. Je suis pas là pour faire Zorro. Je veux que les 1,5 million d'auditeurs passent un bon moment. Et d'ailleurs, parmi les 1,5 million d'auditeurs, il y en a peut-être 400, 500 000 qui votent pour lui ou pour Marine Le Pen. Et pour la complexité du personnage. J'ai pas la prétention, en 4 minutes 58, que une personne à tendance droite dise putain, il a raison, Cavrivière. Je vais arrêter de voter pour les extrêmes. Mais c'est votre œil, hein? C'est mon œil, et puis peut-être il y a une démarche, peut-être que ça infuse doucement, mais au moins je veux que les gens passent juste un bon moment et qu'ils soient divertis. Et alors, vous avez aussi de Yann Moix et de John Galliano. Ils sont nuls en excuses, les antisémites. Hein? Ouais, Galliano, il avait dit c'est une happy hour, parce que j'avais bu. Ouais. J'avais dit la Shoah c'est une happy hour qui a mal tourné. C'est juste ça. Donc c'est nul quand on dit un truc horrible antisémite. Ben voilà. Et Yann Moix, pareil, c'est quand il avait sorti on avait appris qu'il avait sorti. Ouais, alors c'est pas la même. Il était très jeune. Je pense qu'il est plus complexe que ça. Je pense que c'est quelqu'un de brillant. C'est pas le même antisémitisme que Galliano. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent et de brillant et qui regrette profondément. Et je l'ai entendu parler de ces erreurs-là et je le crois. Ouais. Autre chose, je vous cite tout un tas de choses. C'est un peu, ça va dans tous les sens. Jean-Yves Le Drian, ça vous a fait marrer, qui a dit Poutine a perdu la bataille de la communication. De la com. Oui, parce que je me dis, le gars, l'Ukrainien qui a pris un obus dans le salon. Ça lui fait une belle jambe qu'on lui dise bah oui mais t'as gagné la bataille de la com, c'est l'autre t'as perdu. Il dit oui mais moi j'ai pris un obus dans le salon. Donc concrètement l'urgence des Ukrainiens c'est pas la même. Nous on gagne des batailles de com mais il y a 4 millions de gens qui sont en train de partir qui sont barrés de chez eux et qui ont vu leur maison exploser. Et je les trouve touchants, je les connais pas et je trouve touchants qu'ils partent avec leurs animaux de compagnie. Mais parce que vous aimez les chats, hein. Ouais. Et des fois, on en voit avec un chat, un chien. Et... Ça dit quelque chose de ce peuple. On a toujours, alors encore une fois, sur la différence, nous, en France, on les abandonne pour partir en vacances. Eux, ils sont sous les bombardements, ils prennent un sac en plastique, une valise, et leur chien ou leur chat. Il y avait une dame qui portait son chien qui pouvait plus marcher, qui se tapait des kilomètres dans la forêt, dans la neige, avec son chien sur l'épaule. On prend une claque quand on voit ça. On se dit, ce peuple-là est étonnant. Mais on se demande d'ailleurs comment réagiraient les Français. Hein, on a vu cette vidéo, ce montage de Paris, Paris, on se demande comment les Français réagiraient. Totalement. C'est la très belle chanson de Goldman, Si j'étais né en 17 à Leidenstadt. C'est superbe parce qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on ferait. On se dit qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre. Qu'est-ce que je choisirais comme solution. Et c'est là. Et là, c'est un pays de résistants quelque part. Un peuple de résistants. Oui, et Poutine arrivera à l'effet inverse souhaité, c'est-à-dire qu'il va les souder. Parce que la nation fait corps et fait bloc. Et du coup, il réveille quelque chose de patriotique et qui est fort. Alors, vous avez vanné aussi Elisabeth Moreno. Elle n'a pas dit, Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité homme-femme, elle n'a pas dit qu'il a trop d'émigrés. Je ne sais pas si je l'ai vanné, mais parce que vous avez fait genre, c'était Nadine Morano. Ah oui, Nadine Morano, Voilà. Alors je l'ai vanné très gentiment en partant sur Nadine Morano, parce qu'elle a un parcours incroyable. Et vous avez parlé de son parcours à l'antenne, allez-y. C'était une PDG qui gagnait 40 000 euros par mois. Et quand elle était au lycée, on a voulu lui faire un BTS ou je ne sais quoi. Oui, exactement. Alors le parcours de cette femme me bluffe et je la sens tellement investie
dans sa cause, dans son combat, et de dire j'ai mon métier, elle vient du Cap-Vert, elle vient d'Afrique, oui. Ouais, et quel parcours elle a, encore une fois, un contre-exemple de l'immigration. Et donc c'est pas Nadine Morano, hein, pas tout à fait. Éric Ciotti, il a vraiment quelque chose contre les gens venus d'ailleurs. Même les Français maintenant. Ça, vous l'avez dit. C'est possible. Éric Ciotti est déjà visuellement drôle. Il vient d'autres régions. Hein. Il vient de ma région. Et il est un peu italien. Il est un peu italien, donc on a des choses en commun. Et puis après, alors il a aussi bien réussi parce qu'il a senti ce décalage vers la droite, et c'est pour ça qu'il arrive deuxième au primaire républicain. Ouais. Et à autre chose, vous savez, ça va dans tous les sens. Le seul moyen de faire perdre Macron, ce serait Hollande le soutienne. Ouais. Vous en dites des choses le matin. Hein. Oui, c'est vrai. Des analyses politiques. Des analyses politiques. Alors, mais il a soutenu la semaine dernière Hidalgo, elle a perdu 1 point quand même. Ouais. Alors, perdre 1 point, c'est pas grave, mais quand on est à 2, ça fait quand même moins 50%. Donc, il n'y a pas eu un effet waouh. De soutien de Hollande. Non. Et d'ailleurs, vous avez dit à Anne Hidalgo devant elle, c'est pas foutu, mais c'est pas tellement une de pocket non plus. Elle était à 2%, maintenant elle est à 1,5%. C'est pas terrible. Je lui déconseille d'acheter le mobilier pour l'Élysée. Ou alors du Ikea, pas du Line Rosé. Ah oui, vous avez dit aussi la semaine dernière, je crois que vous avez parlé de ce qui s'était passé en Corse avec Colonna. Et alors, vous avez des amis corses, il me semble. Hein, ouais. Et vous adorez l'accent corse aussi. Mais vous ne dites pas tout aux Corses. Non, c'est parce que, il parle comme ça, avec Pinsut. Et alors, pour savoir si Yvan Colonna est coupable, s'ils disent Yvan Colonna, il est coupable. S'ils disent Yvan Colonne, alors là, c'est qu'il est innocent. Ouais. Mais je suis allé manger avec mes potes corses. Ouais. J'avais Darmanin le lundi, j'avais mes potes. Ah oui, c'est devant Darmanin que vous avez J'avais ça, mes potes corses qui étaient là, et je me suis dit, mais va passer 2 heures avec eux pour comprendre. C'est toujours... Il y a la presse, etc. Mais passer 2 heures avec des Corses pour parler de la Corse et dire c'est quoi votre sentiment, les gars, sur cette affaire. Pourquoi pourquoi il y a cette colère? Et oui, j'ai vanné les Corses sur le côté. Ils sont très accueillants. Ils sont très hospitaliers. Et vous avez fini. Ils sont ravis quand on repart aussi. Oh, Pinsut, faut rentrer chez toi maintenant. Il y a ce côté-là quand même chez les Corses où ils sont contents quand on repart quand même. Et ils sont quand même sympas les Corses. J'aime bien des gens qui aiment leur pays, qui aiment... Et vous savez, la Corse, l'île juste aussi. Hein. Exactement. Hein, on y revient toujours. On y revient toujours. Des gens courageux. Hein. Alors, pour oser comme vous le faites, est-ce qu'il faut être justement courageux ou inconscient? Les deux. C'est des fois, quand je vois dans l'œil de l'invité, quand je vais sur certaines vannes, je vois dans l'œil que l'invité fait « Vas-y tout seul sur ta vanne, je te suis pas », et surtout en télé. Alors, oui, tout à l'heure, les moments de solitude. Moments de solitude en télé, j'ai eu un magnifique, je fais une vanne à un moment sur Jeanne Chéral, et là, entre je m'endors et je m'emmerde, et elle dit, c'est vraiment de la merde. Vous avez parlé de la viande Chéral. Je pensais qu'il y avait un truc chic devant une chanteuse chic de faire une vanne la plus merdique du monde. Ouais. Et il y avait eu un problème avec la viande dans les cantines. Et j'avais dit, Jeanne Chéral sera interdite de cantine, qui est une vanne nullissime, honteuse. Mais bon, ça peut passer quand même. C'était fait exprès de faire une vanne nulle. Je me suis dit, il y avait une double truc ironie à faire ça. Et elle me dit, c'est de la merde à l'antenne, je peux partir. Donc, bon, c'est gênant, c'est très gênant. Même quand je leur raconte, c'est gênant. Et donc, il y avait un moment de sincérité de Jeanne Chéral qui avait dit en direct ce qu'elle pensait de ma prestation. C'est bien, ça fait un bon moment de télé. Alors, ça. Votre humour, vos chroniques, c'est souvent du second degré. C'est essentiel, le second degré? C'est ce que je disais tout à l'heure avec Yann Kelevich. C'est s'adresser à l'intelligence. Quand je dis les migrants qui en font des tonnes là, avec leur bateau... regardez Philippe Croizon, il a traversé sans bras et sans jambes. Alors sortez de votre zone de confort, les migrants. Je dis exactement l'inverse de ce que je suis en train de dire. Je parle de ce problème de ces gens qui prennent la mer à 12 sur un vieux bout de matelas qui peut contenir 4 personnes. Et je dis exactement l'inverse. Et pour faire comprendre les choses. Hein. Exactement. Donc c'est ça. On est en plein second degré. Alors, on dit second degré, intelligence. Est-ce qu'il y a plus de gens intelligents, on va dire plus de cons? Les réseaux sociaux font que... Chez lui, il y a cet urgentiste là, ce que j'aime beaucoup, qui a dit avant, ils étaient dans leur bistrot, on les entendait pas. Maintenant, avec les réseaux sociaux...
le bistrot revient jusqu'à nous, quoi. Et il en sort des... Et donc... on envoie des choses sur les réseaux sociaux. Mais il y a des choses magnifiques aussi. Je reçois des messages, j'ai fait des vannes sur les handicapés en disant que les sportifs handicapés se dopaient moins, mais en même temps, va te piquer le bras quand t'as pas de bras. Et je reçois un message d'une dame handicapée qui me dit... Merci de parler de nous, etc. Je me dis, putain, l'intelligence est là. La sensibilité. Et ouais, et elle dit, et après, au deuxième message, elle me dit, je suis en fauteuil. Elle me dit, merci, c'est très bien d'avoir parlé de nous. Alors, un message positif d'une dame qui est dans une situation comme ça efface 100 messages d'abrutis. Donc, dernière question. Déjà, c'est fini. Oui, c'est fini. On arrive à la fin. Vrai, attendez, non, mais on continue. Ça veut dire que vous n'êtes pas emmerdé. Non, je suis bavard. Et on ne s'est pas emmerdé. Alors, vous faites de la radio, la télévision. Vous avez fait aussi un film, Les Infidèles. Infidèles. Avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Ouais. Philippe Cabrières en spectacle, c'est pour bientôt? Alors, One Man Show. J'ai juré que je ferais jamais de radio, je fais de la radio. Ouais. J'ai juré que je ferais jamais de télé, je fais de la télé. Et j'ai juré aussi que je ferais jamais de scène. Donc vous connaissez la suite. Et ça pourrait être en hébreu? Ksat. Il faut que je révise, mais il y aura peut-être sûrement une partie. Merci en tout cas, on aura passé un très bon moment avec vous. Toda Rabba Lera. Merci Philippe Cabrières d'avoir répondu à vous, j'étais ravi. À notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain et puis je vous écoute. À demain matin sur RTL. Merci. À 7h56, 55. 56. Merci. À bientôt. Merci à vous, Frédéric. Merci. Au revoir.